Bonsoir à toutes et à tous. Donc tout d'abord, j'invite déjà tout le monde à regarder donc l'émission de hier soir de Jacques Chuminat de l'éclairage justement sur BlackRock. Et donc je ne vais pas dire exactement la même chose, je vais compléter un certain nombre d'aspects et les redévelopper. Donc tout d'abord, j'ai commencé à regarder BlackRock en fait il y a 4 ans suite à un article. Genre, j'avais déjà entendu le nom, mais bon, ça me paraissait comme une banque en plus. À l'époque, on regardait beaucoup Goldman Sachs avec la crise grecque et la dette et ces choses-là, avec Mario Draghi, parlons-en. Donc BlackRock, ça paraissait à l'époque comme une banque en plus. Mais donc il y a 4 ans, en octobre 2017, en fait, il y a eu cet article dans le Canard enchaîné qui a révélé que notre adorable président Emmanuel Macron avait invité donc une délégation de gestionnaires de fonds à l'Élysée. Ils étaient aussi reçus par Édouard Philippe d'abord à Matignon, ensuite donc à l'Élysée en présence de Muriel Pénicaud, de tous les ministres du travail, des finances, de tout ce que vous voulez. Donc le tapis rouge. Et donc à droite de M. Macron était assis Larry Fink, qui est donc le grand PDG de BlackRock. Et ça se faisait dans une pièce qui s'appelle le Salon Murat. Et le Salon Murat, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est l'endroit, c'est l'équivalent donc français du bureau ovale de la présidence américaine. C'est-à-dire, c'est l'endroit où Macron, il y a le Conseil des ministres, où le président et les ministres décident la politique du gouvernement. Et donc, c'est totalement inhabituel et quelque part insensé. Disons qu'on voyait un banquier, en fait, était quasiment reçu comme le banquier du pape au XVe siècle. Voilà. Donc je me suis dit, là, il y a un truc, il faut que je me mette au boulot pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc j'ai fait cette enquête sur plusieurs années, et donc c'est revenu à notre attention, parce que petit à petit, on a vu le même Larry Fink donc apparaître à Davos pour discuter donc de la grande réinitialisation. On le voit dans le Conseil pour le capitalisme inclusif auprès du Vatican. On le voit dans tous les sommets, le One Planet Summit, où on discute comment est-ce qu'on peut verdir la finance. Et Gaël Giraud l'a très bien dit, il dit, voilà, les banquiers, ils pensent comme vous et moi, c'est que il faut sauver le climat, mais pour eux, il faut que ce soit rentable. Donc voilà la grande entreprise effectivement de créer une situation où tout le système spéculatif actuel peut, par une transition vers la finance verte, être sauvé de son processus d'autodestruction. Alors, la question après, c'est de voir qu'est-ce que c'est ce BlackRock. Donc, BlackRock aujourd'hui, c'est pas une banque, ce sont des gestionnaires d'actifs. C'est-à-dire, c'est des gens qui possèdent pas tout l'argent, mais qui le gèrent à la demande d'autres. Donc BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Aujourd'hui, c'est quasiment 8 000, non, c'est 9 000 milliards de dollars. À l'époque où il a été reçu à l'Élysée, ce n'était que 4 000. Hein. Donc en 4 ans, ça a plus que doublé. Et alors, d'où est venu cet argent? C'est le résultat de toute une transformation de la finance internationale. Tout d'abord, on est passé de ce qu'on appelle la gestion active vers la gestion passive. La gestion active, c'est que vous payez un trader ou un expert financier qui va monter des coûts, qui va mettre votre argent dans des choses où une action, je ne sais pas moi, de Air Liquide, qui est en train de monter en bourse, et grâce à ça, vous allez vous enrichir. Mais vous payez évidemment un trader et ça coûte cher. Petit à petit, avec l'intelligence artificielle et avec les grands systèmes informatiques, on a appris qu'on peut
d'abord faire des fonds, en fait, des fonds communs de placement, et ensuite ce qu'on appelle des ETF, Exchange Traded Funds, qui sont des fonds indiciels, c'est-à-dire vous avez des ordinateurs que vous allez coupler en fait sur la hausse d'une certaine bourse. Ça peut être le Standard & Poor's aux États-Unis ou le CAC. Si le CAC monte, puisque vous avez investi là-dedans, vous allez gagner en fonction de la hausse des indices. Alors pour y arriver, donc en 2000, BlackRock a été créé en 1988 et en 2000, donc ils ont créé une division risque qui s'appelle Aladdin, Assets, Liability, Debt and Derivative Investment Network. C'est un cluster de 6000 ordinateurs gérés par 2000 personnes, des mathématiciens, des techniciens, qui font en fait la suivi de toutes les données financières pour à peu près 8 000 milliards de dollars, 18 milliards de dollars dans le monde, qui est suivi par les ordinateurs. Donc dès qu'il y a un disque qui bouge, vous achetez une baguette à la boulangerie du coin avec votre carte bleue, BlackRock sait qu'il y a un mouvement financier dans cette direction. Et donc, les BlackRock, comme Jacques l'a expliqué hier, ils ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire dans ce processus, grosso modo, il y a un groupe de 3 très grandes entreprises, parce qu'on parle toujours de BlackRock, mais on ne parle pas des autres. Donc, il y a BlackRock qui a 9 000 milliards, il y a Vanguard, the Vanguard Group de Philadelphie, qui a 6 000 milliards, et vous avez State Street Advisors, qui est un troisième groupe, qui eux, ils ont 3 000 milliards. Donc, ensemble, ces 3 grandes entreprises gèrent, ils ont comme actif sous gestion 18 000 milliards de dollars, qui est plus que le PIB de la Chine. Donc, ce n'est pas de l'argent c'est de l'argent qui gère, mais qu'en réalité, ils contrôlent par une situation qu'on doit effectivement appeler un oligopole. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui possèdent tout seuls, mais à 3, ces 3 entreprises forment un oligopole. D'abord parce qu'ils se contrôlent les uns les autres. C'est-à-dire que l'actionnaire principal de BlackRock, c'est aujourd'hui Vanguard, et BlackRock est l'actionnaire principal de Vanguard. Donc, les State Street, donc chacun est actionnaire dans les 2 autres. Ensuite, si vous prenez les parts d'actions que ces 3, ce qu'on appelle the Big Three, les 3 gros, ce qu'ils ont, c'est qu'ils contrôlent, ils sont souvent les premières et deuxième et troisième actionnaires des 10 plus grandes banques américaines, c'est-à-dire JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs. Pardon. C'est en fait essentiellement contrôlé par ces gens-là. Ensuite, ils possèdent le 4e fonds de gestion d'actifs qui est supposé être leur concurrent, qui s'appelle Fidelity, mais qui est en réalité aussi, là-dedans, BlackRock est un des actionnaires importants. Ensuite, si vous prenez les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, vous avez comme premier actionnaire Vanguard, BlackRock et State Street. Ensuite, vous prenez les 5 plus grands producteurs d'armes du monde qui sont américains, c'est-à-dire c'est Lockheed Martin, c'est Grumman, c'est Boeing, c'est Raytheon, etc. Vous avez de nouveau ces 3 firmes qui dominent la chose. Et pour conclure, dans ce petit monde incestueux de la finance, vous avez les 3 agences de notation qui font la loi, qui indiquent, qui donnent les bonnes ou les mauvaises notations, y compris à BlackRock, bien sûr, et à State Street et à Vanguard. Ces 3 agences de notation sont aux mains. Je parle de Standard & Poor's, de Moody's et de Fitch, qui sont essentiellement contrôlés par ces 3 grandes entreprises. Alors, il faut aussi voir que dans tout ce processus, évidemment, ces gens-là se sont fait beaucoup d'argent. Avec ça, ils achètent évidemment de plus en plus d'actions un peu partout. Ils ont acheté
beaucoup de divisions dans la spéculation. Ils ont acheté par exemple la Barclays Bank, qui était quand même une des très grandes banques anglaises dans la gestion de fortune. Depuis 2019, ils ont un accord avec Coutts, qui est la banque de la reine d'Angleterre. Et je peux continuer ainsi. Donc, et de plus en plus, un peu comme on l'avait vu dans le processus de Goldman Sachs, vous vous rappelez que tout le monde parlait du government Sachs, tellement on voit Draghi qui en faisait partie et Barroso, quand il est parti, il est retourné, il est allé chez Goldman Sachs. Aujourd'hui, on a le même phénomène, notamment aux États-Unis avec l'administration Biden, où donc Biden a déjà, au début, Biden voulait en fait nommer Larry Fink, le patron de BlackRock, a failli être le directeur du Trésor du gouvernement Biden. Ça, c'est parfait, mais Biden a pris le chef des cabinets de Fink, qui s'appelle Adeyemo, et il a nommé à la tête donc, de son Conseil national de l'économie, il a appelé Brian Deese, qui était qui est le chef des investissements durables de BlackRock. À cela s'ajoute que Kamala Harris, donc la vice-présidente américaine, a nommé comme économiste en chef pour sa vice-présidence Michael Pyle, qui est un autre cadre de BlackRock. Donc, ce que vous voyez, c'est que moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que on va vous dire, voilà, aux États-Unis, c'est la libre concurrence, c'est le marché, c'est les plus forts quand il y a une dynamique où les plus... Et en réalité, c'est quand on regarde ça, disons, on peut dire, vous savez, en Chine, c'est l'État chinois qui contrôle les banques, qui contrôle les grandes entreprises et qui contrôle les industries d'armement. Aux États-Unis, c'est le contraire en fait. C'est-à-dire, vous avez un oligopole essentiellement de 3 ou 4 grandes entreprises financières qui en fait finissent par contrôler toutes les banques, toutes les entreprises, euh, toutes les agences de notation. Et maintenant, le gouvernement, ils ont le président, ils ont le vice-président, ils ont le trésor. Donc, si on avait aujourd'hui un procureur, parce qu'en réalité, tout ceci est totalement illégal, c'est-à-dire si on avait un procureur comme Franklin Roosevelt avait nommé Pecora pour taper du poing sur la table, aujourd'hui, c'est clair qu'un procureur honnête, soutenu politiquement par les dirigeants et par le peuple, il verrait tout de suite qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a des ententes illicites du marché, qu'il y a du délit d'initié, qu'on est on est de nouveau dans la période des cartels, comme on l'avait à l'époque des Rockefeller et du JP Morgan dans les années 20 et des années 30, et que c'est dangereux parce que BlackRock, en réalité, est une institution financière à risque systémique. Ce risque n'est pas pris en compte aujourd'hui. Il suffit même qu'il y ait une panne chez Aladdin pour que la moitié du système financier mondial explose. Donc, il faut de la régulation et il faut arrêter, y compris d'un point de vue, je dirais presque libéral et de la liberté d'entreprendre et de la liberté de la concurrence. C'est très rare que je défends, que j'utilise ce genre d'argument. On doit démanteler ces groupes et remettre en place un vrai capitalisme où l'État et le privé peuvent ensemble avancer pour quelque chose de mieux. Merci Karel. Je rappelle à ceux qui nous ont rejoints peut-être pendant cette émission que donc nous parlons de la question de BlackRock et du Great Reset en vue de notre action demain, donc samedi, une mobilisation dans toute la France
contre ce Great Reset. Donc, on aura beaucoup de gens sur le terrain qui vont distribuer des tracts, voilà, essayer d'atteindre la population française pour éviter le massacre. Donc, on a plusieurs questions qui vont venir. N'hésitez pas à la mettre dans le chat conférence, juste au-dessus de la liste de noms là, de participants. Il y a un petit chat conférence. Donc, allez-y. Mettez cette question qui me brûlait d'ailleurs les lèvres aussi. Je vois Giovanni Joe qui dit « Quel est le lien avec le Great Reset ?» Karel. Alors, le Great Reset, en fait, si vous faites l'effort de lire le pamphlet donc, écrit par Thierry Malheuret et Klaus Schwab, qui a été écrit donc, en juin 2020 et publié début juillet l'année dernière, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'une partie de cette finance, en fait, ils n'ont pas attendu la Covid pour proposer leur vision du monde et leurs réformes. Et donc, pour eux, la crise de la Covid, c'est l'occasion rêvée pour dire, voilà, maintenant, nous, on a dit ceci, cela, donc maintenant, vous voyez bien, vous n'avez pas écouté, donc maintenant, vous avez la Covid, maintenant, il faut nous écouter. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils sont en train de dire, d'une part, ce que s'exprime ce pamphlet, c'est qu'il y a une très grande peur des peuples et des États. Au moment de crise, on se rend compte que l'État a été démantelé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans la mondialisation heureuse de M. Minck. On pouvait dire on n'a pas besoin d'industrie pharmaceutique en France parce que si jamais il y a une épidémie, on va acheter nos médicaments en Chine. On s'est rendu compte que ça ne peut pas tenir. Et donc, la grande peur des milieux financiers, c'est que dans la crise actuelle, donc ils ont déjà vu le phénomène aussi bien du Brexit, le phénomène de Trump, le phénomène qu'eux appellent du chacun pour soi et de ce qu'ils ont appelé stupidement la montée du populisme. C'est-à-dire qu'on peut très bien, l'instinct naturel, c'est qu'on revienne à des États stratèges, qu'on revienne à des États-nations qui s'accordent entre eux, mais qui reprennent le contrôle de leur souveraineté industrielle, intellectuelle et financière, et qu'on mette fin à cette mondialisation purement financière qui s'est faite au détriment des États et des peuples. Donc ça, ils ont très peur que cette crise de la Covid allait encore pousser beaucoup plus dans ce sens-là. Donc qu'est-ce que dans le projet donc mis en avant par Klaus Schwab et Malheuret et donc qui a été discuté dès le mois de juin y compris par le prince Charles qui est venu défendre cela, et ensuite là en janvier par la semaine de Davos où il y a eu des centaines de participants, c'était de dire il faut faire un nouveau contrat social et qu'il faut éventuellement lâcher un peu du lest, donner un peu de salaire minimum, donner au moins l'illusion aux gens qui sont libres et qui vont pouvoir vivre un peu mieux et avoir un peu de souveraineté. Et en échange, ce qu'on demande, c'est la soumission totale à la transition verte, à une décarbonisation totale de l'industrie, de l'agriculture et de l'économie mondiale, qui est un désastre, parce que sans des énergies denses et sans des énergies stables, la survie de l'humanité, on ne peut pas la garantir. Donc mettez-vous sur muet, s'il vous plaît, à tout le monde. Oui. Merci. Comme ça, si vous tombez de votre chaise, ça fait moins de bruit. Donc, nous avons fait plusieurs émissions là-dessus, et aussi dans le dossier qui est maintenant en vente, on a repris les graphiques qui permettent de clairement démontrer qu'aujourd'hui, vous avez 84% de l'énergie primaire qui est produite par des énergies fossiles, c'est-à-dire du charbon, du gaz, du pétrole. Et si vous dites, voilà, dans 15 jours, on arrête tout, évidemment, c'est une catastrophe. On peut, avec beaucoup de patience et d'imagination et beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, penser que d'ici dans 50 ans, on va passer au nucléaire grâce à l'énergie de fusion.
Mais pour l'instant, l'éolien et le photovoltaïque, c'est un grand bond en arrière. C'est pas un grand bond en avant vers la civilisation du futur. Donc, et c'est là où, évidemment, comme je vous ai dit avant, vu la surface financière que représente BlackRock, tout le combat de l'oligarchie britannique et de Klaus Schwab et du club de Davos, c'est de convaincre BlackRock, qui gère évidemment aussi, aujourd'hui ils font de l'argent avec les deux, ils font de l'argent avec des énergies fossiles, et donc ça rapporte, ça va être assez dur même de les convaincre de sortir de là, mais on est en train de passer à un monde où BlackRock, donc Larry Fink, là en janvier 2021, a envoyé une lettre aux actionnaires des 17 000 entreprises dont BlackRock a des actions pour dire, voilà, à partir de maintenant, il va falloir inclure dans le risque climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BlackRock est en train d'appeler tous ces investisseurs dans le monde de se désinvestir du charbon et du pétrole pour aller dans les investissements soi-disant verts écologiques. Et ça a été ça c'est encore gentil, ça c'est pour les pays développés, mais si vous regardez pour les pays d'Asie et les pays d'Afrique, on a trouvé une lettre, Larry Fink a envoyé une lettre qui a été co-signée avec l'Église d'Angleterre, hein, qui est quand même dirigée par la reine. Hein. Ils ont envoyé une lettre à KEPCO, qui est l'équivalent de EDF en Corée du Sud, pour dire à KEPCO, KEPCO a 37 projets de centrales thermiques au gaz et au charbon au Vietnam, dans les Philippines, etc. Et BlackRock a dit, bon les gars, c'est la fin de la récré, vous arrêtez. Vous devez arrêter totalement vos investissements dans les énergies fossiles, sinon vous aurez des sanctions. Donc là, on ne discute plus, on n'est plus dans le dialogue ou dans l'intimidation, on est dans la menace et on est en train de passer donc à la phase hard de la chose, parce que d'un côté, on a une bulle ancienne en train de mourir et on a cette petit à petit, puisqu'on a verdi le Fonds monétaire international, on a verdi la Banque centrale européenne, on a verdi la Banque européenne des investissements, on a verdi la Commission van der Leyen, etc. Donc, on a toutes les institutions aujourd'hui ont créé un cadre dans lequel maintenant le privé peut venir et donner le coup de grâce à notre système économique actuel. Donc, c'est extrêmement... Oui. Non, donc, ce que je veux dire par là, c'est que sans BlackRock, l'oligarchie anglaise ne pourra pas verdir l'économie mondiale. Il faut convaincre les plus grands acteurs de la finance de se mettre là-dedans. Et donc, et Larry Fink a donné son feu vert pour ça. On le voit avec la nomination de Brian Deese, qui est c'est l'homme le plus vert de BlackRock, qui devient le conseiller économique principal de Biden. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver à l'avenir, c'est en train d'arriver maintenant. Mais parce que généralement, quand même, on se dit, voilà, les puissants et les riches de ce monde n'ont rien à faire de la planète et ils la détruisent, etc. Et quand on parle de greenwashing, à la limite, on se dit, voilà, c'est qu'ils vont juste mettre un label complètement bidon avec du vert dessus, mais derrière, ils continuent toute leur démarche industrielle, polluante, etc. Et là, donc, comment tu définis l'intérêt qu'ils ont à, pour de bon, mettre en place une décroissance comme ceux qui ont rêvé du Larzac pendant si longtemps le souhaiteraient en fait. Et quel intérêt ils ont à faire ça? Ben, eux, l'intérêt qu'ils ont, c'est que par la propagande, quand vous prenez la Fondation européenne du climat, financée par des gens comme Bloomberg,
c'est-à-dire que l'opinion publique a été retournée, et on le voit même avec la victoire des écologistes aux élections en France. Donc on est en train de dire les investisseurs ne peuvent qu'investir dans des choses qui soient socialement acceptables. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, deuxièmement, c'est que des gens comme Larry Fink, c'est un petit trader de série B qui a inventé une partie des produits dérivés qui ont fait exploser le système financier en 2008. Donc, ce n'est pas des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui calculent, qui calculent là où ils peuvent faire de l'argent. Si demain, Gal Giraud a raison là-dessus. C'est-à-dire que si demain le verre, ça rapporte, bah, ils feront du verre. Donc, ces gens-là ont aucune idée de qu'est-ce que c'est l'humanité, qu'est-ce que c'est l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que c'est réellement l'économie physique. Donc, si on leur dit, voilà, on peut très bien fermer tous les centres, on peut faire des éoliennes qui vont faire un peu d'hydrogène pour faire marcher nos voitures ou des voitures électriques qu'on va faire avec des éoliens. Ils disent, bon, très bien, parfait. Parce que, et donc ils sont en train de parler maintenant qu'il y a des actifs bruns et des actifs verts. Et donc les actifs bruns, bah, ça va être pénalisé, les actifs verts, ça va être favorisé. Donc eux ne voient que le bout de leur spéculation. Ils ne voient pas, ils voient pas le reste. Donc une fois qu'ils ont dit, OK, on va avoir ce qu'ils appellent un moment Minsky du climat. Donc la seule souci qu'ils ont, c'est que ça se fasse graduellement. Parce que si du jour au lendemain, c'est comme le Bitcoin. Hein. Là, il y a BlackRock commence à faire joujou avec les Bitcoins. Pourquoi? Parce que il y a des valeurs qui montent. Donc les ordinateurs disent, ah, ça monte. On va pouvoir. Alors BlackRock est intéressé d'avoir des contrats à terme sur les bitcoins, mais qui seront quand même payés en dollars, dans des vrais dollars, pas dans des bitcoins. Hein. Donc, quelque part, c'est des gens qui sont dans une forme de folie dangereuse, vu les positions dans lesquelles ils sont. Moi, j'avais une question là-dessus que tu avais abordé dans le dossier sur la finance verte, qui était le rôle en fait aussi le lien entre par exemple des gens comme BlackRock et des ONG comme la European Climate Foundation, donc la Fondation européenne pour le climat, qui agit en coulisses ou peut-être des fois pas du tout en coulisses. Hein. Par exemple pour Macron, on a la présidente du conseil, du Haut Conseil pour le climat, qui est la présidente de cette Fondation européenne du climat. Donc, quel est le lien entre ces ONG et qui ont du pouvoir donc et BlackRock? À ce niveau-là, j'ai pas de. En fait, disons, j'ai pas encore vu vraiment des connexions directes et immédiates. Ce qui est clair, c'est que quand vous regardez qui alimente la Fondation européenne du climat, c'est un club de milliardaires verts. Hein. C'est Jeremy Grantham, qui est un milliardaire anglais, qui est installé aux États-Unis, mais qui en fait finance, par exemple, Nicolas Stern, il finance toute une partie de l'université, puisque de toute façon, on est en train de tout privatiser, donc on privatise les universités. Donc Nicolas Stern, qui a été le grand économiste qui a plaidé avocat de l'économie verte et des obligations vertes, c'est Jeremy Grantham, c'est la fondation Grantham qui le finance. Donc, ce que vous devez voir, c'est que vous avez des milliardaires verts qui sont malthusiens, qui veulent, qui pensent de toute façon qu'il y a trop de gens sur Terre et qu'en l'occurrence, c'est pas eux, donc ils veulent le verdissement et en plus, ils en font un business. C'est-à-dire, par exemple, Bloomberg, c'est le plus grand émetteur d'obligations vertes. Donc, Bloomberg va financer des petits Greta, des petits militants qui vont aller dans la rue dire que voilà, le ciel va nous tomber sur la tête
il faut absolument investir dans le vert. Et du coup, voilà, ça va enrichir encore un peu plus Bloomberg. C'est de la cupidité et de la manipulation. Disons, il y a un conflit d'intérêts, mais absolument monstre, hein, normalement. Je veux dire, moi, au début, je croyais que c'était des philanthropes qui avaient des théories, mais qui ne se mêlaient pas directement eux-mêmes dans ça. Et donc, bon, pour Mais ils y l'instant, croient vraiment à tout ça. Ils y croient vraiment à l'efficacité de leur solution verte, donc de la transition écologique avec les renouvelables, etc. Ils y croient vraiment ou... un peu, oui. Il faut aussi voir qu'à force de raconter des conneries, on finit par y croire, hein. Donc, euh, mais ça, BlackRock, c'est un peu BlackRock, c'est des gens qui n'ont pas de. Pour eux, si c'est vert, brun ou noir, c'est BlackRock, ils sont dans les plus grandes compagnies d'armement, euh, alors qu'ils vont prôner la paix dans le monde à Davos, hein. Donc, donc c'est pas, ils font pas que du greenwashing de ce point de vue-là. Ils font du BlackRock washing tout court. C'est-à-dire, tout ce qu'ils rapportent, ça entre dans leur radar et ça les intéresse. Donc après, si l'opinion publique décide qu'il faut du vert, bah on fera du vert. Et ça, c'est la partie américaine qui est extrêmement pragmatique. Et de ce point de vue-là, on revient à la chose où le gros muscle financier américain se fait embarquer par l'intelligence et la perversion de la vieille oligarchie européenne et britannique, qui, elle, a beaucoup plus une idée du long terme, en termes géopolitiques, en termes démographiques, et que je ne veux pas pleurer sur le sort de BlackRock, mais ils sont au même temps bourreaux et au même temps victimes de gens qui sont beaucoup plus intelligents qu'eux, qui les mènent par le bout du nez. Je rappelle là pour tout le monde qu'il y a un salon textuel qui s'appelle Chat Conférence, dans lequel vous pouvez mettre votre question et puis on passe la parole aux uns aux autres. J'ai noté hein, que Bright Smile était pas du tout d'accord sur ta vision, Karel, du Great Reset. Donc on lui passera la parole dans pas longtemps. Il y a Antoine, que je sais qu'il n'a pas de micro, qui dit, tu as dit qu'ils abandonnent graduellement les actifs bruns, c'est-à-dire les fossiles. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi bien avec les actifs verts renouvelables pour 9 milliards d'êtres humains? Pour l'instant, non. On ne peut pas nourrir la population mondiale actuelle si on n'utilise pas les ressources. En plus, quand vous voyez les études, on les a publiées dans notre dossier sur la finance verte et on les a remis d'ailleurs dans le nouveau dossier. C'est que ce que demandent ceux qui tiennent ce système sont en train de dire si on veut rester en dessous, déjà c'est basé donc sur cette thèse qui n'a jamais été réellement démontrée que les émissions des gaz à effet de serre sont en train de provoquer sont une cause majeure de la perturbation du climat. Mais ceux-là disent, voilà, si on veut rester en dessous de 1,5 degré de hausse d'ici 2050, ben voilà, ils ont fait l'inventaire de toutes les ressources qu'il faut laisser dans le sous-sol. Alors, on va demander, par exemple, aux Africains de laisser 80% de leur charbon dans le sous-sol, ou je ne sais plus exactement les chiffres, de 30, 40 ou 50% de leur gaz et de leur pétrole. Donc alors, vous rappelez qu'il y a eu une réunion là sur la grande ceinture verte en début de l'année, où on s'est rendu compte, une des raisons pour laquelle on n'a pas encore réussi à faire cette muraille verte qui doit aller de Dakar jusqu'à Djibouti, c'est simplement parce que dès le moment qu'on commence à planter des arbres, ben, il y a des gens qui ont besoin de bois parce qu'ils n'ont rien d'autre. Donc, ils vont couper les arbres pour se préparer les aliments, pour faire du charbon de bois, parce que c'est les seules ressources qu'ils ont. Donc ça, il faut, disons,
on a des gens qui doivent sortir de chez eux. Hein. Ils doivent vraiment aller sur le terrain et voir ce qui se passe. Et parce que la réalité de l'humanité, c'est qu'on a 260 millions de gens qui sont en train de mourir de faim aujourd'hui, cette année, parce qu'on n'a pas les infrastructures de base en termes d'eau, d'énergie, de transport, de santé et d'éducation. Et ça, c'est pas avec quelques éoliennes ou quelques panneaux solaires qu'on va résoudre ce problème. Et d'ailleurs, sur le terrain, donc, s'il y en a qui sont arrivés depuis, qui n'ont pas eu le début, donc demain, on organise une journée d'action nationale et transpartisane avec d'autres mouvements citoyens, gilets jaunes, etc., contre le Great Reset et pour l'alternative. Parce que ça, c'est le truc que d'ailleurs, il faudrait que tu puisses maintenant développer un peu plus. Mais donc, si vous voulez vous joindre à une équipe pour distribuer des tracts, discuter avec les gens de comment on peut reprendre la main sur la finance, vous pouvez prendre contact avec nous en message privé, n'importe, vous signalez pour ça, on organisera tout ça. Est-ce que, moi j'avais juste 2 questions. La première, c'est quelle présence de BlackRock en France parmi la politique, je veux dire, dans les instances de pouvoir et pour l'Union européenne. Et ma deuxième question, c'est ensuite sur la question des solutions, c'est comment tu brises un oligopole et comment tu brises ce truc-là, quoi. Oui. Alors en France, c'était quand même révélateur que donc à la fin de 2019, donc Monsieur Cirelli, qui était un ancien conseiller de Chirac, mais qui est actuellement le directeur de BlackRock en France, qu'il a eu quand même la Légion d'honneur, qu'il a été décoré par la Légion d'honneur, ce qui a donné lieu à, pour ça qu'il y a eu des manifestations à Paris, parce que évidemment on est en plein dans la réforme des retraites et il y a disons le point de vue de Larry Fink et de là où il vient. Ce sont des gens qui disent tout ce qui est public, de toute façon, ça peut pas marcher bien. Donc, il faut tout faire pour que ça marche mal. Et ensuite, par exemple, la retraite, elle va baisser. Donc, c'est logique, hein, c'est le bon sens, comme dirait l'autre. Donc, petit à petit, puisque vous n'êtes plus assuré d'avoir une retraite, vous n'êtes plus assuré d'avoir une assurance maladie, forcément, vous allez dans le privé pour essayer au moins d'avoir un complément au peu de choses que l'État peut encore vous donner. Donc, donc c'est toute la bataille que nous devons toujours gagner en France, de faire annuler la réforme des retraites. Bien qu'officiellement, c'est pas. De toute façon, BlackRock a dit oui, nous acceptons qu'en France, il y aura une retraite par répartition. Mais c'est quand même un marché sur lequel nous sommes en train de monter. Donc sur la question des retraites, on est vraiment en confrontation directe avec la philosophie de BlackRock. Ça, c'est clair. Et que puisque la France, c'est une des raisons pour laquelle nous avons appelé notre dossier l'occupation financière, maintenant, elle a un nom. C'est BlackRock and the Big Three, c'est-à-dire que une fois que vous n'avez plus votre souveraineté, et c'est le drame de ce Macron, c'est que une fois que vous n'avez plus rien et vous avez coupé les bras, les jambes, les pieds et tout, et le reste, vous ne pouvez que tout faire pour, s'il vous plaît, venez pour essayer d'attirer les capitaux internationaux chez nous pour qu'ils viennent, s'il vous plaît, créer quelques petits emplois. Donc le vrai sujet, c'est que la force de BlackRock, en fait, c'est nos faiblesses. Donc, nous devons traiter nos propres faiblesses, reprendre le contrôle de recréer un véritable système de crédit public productif, c'est-à-dire d'avoir une banque nationale, non pas gérée par des experts financiers, mais par les forces vives de la nation, d'avoir
d'avoir un plan, un commissariat au plan, au lieu d'avoir un commissariat au flanc qu'on a aujourd'hui, et d'avoir une vision et de voir sur 2 générations, comme la Chine l'a fait, d'avoir une vision sur 2 générations de quels sont les investissements que nous devons faire pour les 50 ans à venir pour remettre la France sur les rails. Et donc, ça, c'est au niveau. Après, dans les instances internationales, il faut absolument, parce qu'aujourd'hui, BlackRock échappe à la législation en disant nous ne sommes pas une banque, nous n'avons pas d'effet de levier, donc nous ne devons pas être soumis à la régulation des institutions financières à risque systémique. Et ça, c'est une décision politique, rien d'autre. Donc, et la décision politique, elle vient de la mobilisation, et c'est le sujet de notre bataille pour demain. Si nous voulons créer une alternative au Great Reset, qui est effectivement à un autre volet dont je n'ai pas encore parlé, qui est celle d'une dictature de banque centrale, comme ils l'ont demandé à Jackson Hole, comme l'institut, le BlackRock Investment Institute a demandé donc en 2019 même de faire de l'argent hélicoptère à un moment donné pour garder un peu la situation sous contrôle. Tout ce plan-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez, comme dans les années 30, une banque des règlements internationaux, vous avez des banquiers centraux qui sont complètement vendus à la finance privée, qui veulent diriger les choses d'en haut et qui donnent des illusions d'autogouvernance, de monnaie locale. Mais en fait, on donne tout le monde un bac à sable sans permettre réellement aux gens d'être des bâtisseurs de leur propre avenir et de leur destin. Est-ce que Françoise, vous voulez poser votre question sur... à l'oral. Vous avez posé. Ouais, à l'oral. Là, normalement, vous devriez pouvoir vous démuter. Enlever. Françoise. Est-ce que Françoise... Non. Ah si. Allez. Ah, Presque. Ah oui, j'ai appuyé trop vite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors je pense que effectivement, comme j'écrivais dans le chat, je pense qu'on est tous d'accord sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer, puisque il s'agit tout simplement de nous robotiser et de faire de nous des consommateurs dociles, démunis de tout esprit critique et autonome et libre. Je pense que pour ça, on est tous d'accord. Alors, moi qui suis, je dirais, un petit peu active entre 3 pays, c'est-à-dire le Grand Est, l'Allemagne et la Suisse, je me pose concrètement la question, comment on va passer à l'action? Parce que, et c'est ce que j'étais en train d'écrire dans le chat, en fait, en Allemagne, tous les jours, actuellement, et dans le Baden-Württemberg, les gens manifestent en voiture, c'est-à-dire ils mettent des autocollants, ils disent non au grand reset, non aux musulmans, à la dictature, enfin tout ce que vous voulez. Donc ils s'organisent en fin de compte par une plateforme comme la vôtre, où ils se donnent rendez-vous, voilà, à 18h tel soir, à tel endroit. Et donc ils défilent en voiture sur l'autoroute. Après, il y a les Suisses qui, d'un autre côté, se donnent rendez-vous par le biais des réseaux sociaux à tel et tel endroit pour manifester en silence. Alors eux, c'est pas en voiture, mais c'est plutôt en physique. Et moi, je me disais, on peut peut-être faire un petit peu de tout ça, c'est-à-dire évidemment, sans aller dans une violence quelconque, mais c'est non seulement de travailler sur les réseaux sociaux, mais pourquoi pas aussi
affichés dans les voitures, collés aux vitres des voitures. Nous sommes contre le grand reset, nous sommes contre la dictature, etc., etc. Enfin, quelque chose comme ça, voilà. Je lance ça comme idée comme ça, hein, C'est Pas mal, à c'est travailler. bonne idée, oui. Bah, c'est en fait Faudrait, ouais, vas-y. faudrait donner le format de vos vitres, qu'on puisse faire des affichettes à la bonne taille. Bon, ça, je pense qu'on peut se débrouiller, hein, il y a pas de souci. Mais en plus, et très franchement, enfin, on planche justement là-dessus en ce moment en fait. On n'a pas encore Ouais. publié quoi que ce soit, mais là il y a ce tract donc que on Ouais. distribue. Vous l'avez vu? Oui, Le je tract? l'ai vu, oui, ouais, Ok, je ok. l'ai vu, Clément. Parce qu'il y a une chose qui est vraiment irremplaçable, et c'est nos propres personnes, et Mhm, c'est de discuter avec les gens, et c'est d'arriver à garder la tête froide et les émotions toujours là. Et ça, c'est ce qui est vraiment le ressort politique fondamental, euh, qui nous permettront d'éviter les débats formatés par les médias et la classe politique qui accepte ce jeu-là, mais d'une éducation populaire, de retrouver des relations entre citoyens qui soient constructives. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel il faut arriver à travailler. Après, il y a 36 moyens, en effet, de le faire. C'est pour ça que nous, on est sur les réseaux, on est sur le terrain, dans les élections. Voilà, après, mhm. il y a tout ça qu'il y a à faire. Mais en tout cas, voilà, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà en contact avec nous, mais je vous invite à l'être. Et puis sur l'Alsace, on pourra vous mettre en relation avec la personne qui est un peu responsable du coin. Et d'ailleurs, j'en profite, ça me fait penser à ça, parce qu'on fait cette journée de demain. Euh, Parce que pour avoir le même jour partout en France, un maximum de choses qui puissent se faire écho les unes les autres. Mais après, voilà, si vous pouvez pas demain, c'est après-demain. Après-demain, il y a encore un lendemain, etc. Euh, ouais, tous les Oui, jours. alors juste une petite remarque par rapport à ça, hein. Je ne sais pas si c'est vous, Clément? Non, Non? Non, c'est Vous justement, n'êtes c'est celui qui est au standard, si vous voulez l'appeler. Ah non, non, c'est bon, parce que j'avais parlé à Clément. En fait, donc par rapport à l'Alsace ou en tout cas, de toute façon, les 3 pays, hein, qui sommes une région quand même très spécifique. Moi, ce que j'observe et notamment dans le métier que je fais, c'est que, j'ai beaucoup, beaucoup de gens je vois beaucoup de gens, qui sont révoltés, mais qui ne trouvent pas d'organisation à intégrer pour contrer tout ça. Donc, en fin de compte, ils ont besoin d'un petit coup de main pour leur dire, en tout cas pour les Français, hein, parce que les Allemands, bon, ils sont assez bien organisés, en tout cas pour le Baden-Württemberg, hein. Après, les Suisses le sont aussi du côté suisse-allemand. Mais le problème, c'est que nous, en France, on n'a pas encore réussi à trouver une canalisation de tous ces gens qui sont d'accord sur le principe, et en tout cas, moi, c'est ce que j'entends, de la part de mes patients, hein, parce que je suis dans le domaine médical, mais qui ne savent pas à qui s'adresser. et ben on est là. Bah, on est là, Voilà. voilà, hein. Ouais, non, Là, mais on va ouais. vous envoyer bientôt, en tout cas des référents pour, l'Alsace, Oui. et comme ça vous pourrez un peu, bah, voir avec eux comment vous organiser. Voilà, on est sur le Oui, oui, je coup suis là. tout à fait d'accord. Je pense que là, il faut juste trouver, le moyen de structurer tout ça et d'organiser tout ça, hein. Par exemple, comme le font les Allemands, hein, là, du côté du Baden-Württemberg, c'est tous les jours, hein, en ce moment, hein. Mais après, je sais pas si ce que vous faites demain, mais en tout cas, demain à 18h, on se donnera rendez-vous pour débriefer sur la journée et sur ce qui aura pu être fait. Et donc, justement, c'est aussi les uns les autres, on aura des idées en fait d'actions différentes. Mmh. Des idées, on en aura juste demain. En fait, peut-être qu'il y a des choses on n'a pas encore pensé jusque-là. Donc, ce sera justement l'occasion en fait de discuter de ce qui peut se faire.
être Oui, sur oui, LinkedIn pour ça. c'est pour ça que je me suis, excusez-moi, hein, je me suis permise de poser la question, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre des trucs sur les voitures, faire des défilés de voitures, parce que ça, c'est quelque chose que les autorités ne peuvent pas réprimander. Mhm. Alors, mais Fred notamment là qui dit pour répondre à Françoise, on peut faire des groupes de 3 ou 4 Mhm, et juste circuler en fait dans les rues pour discuter en fait avec les gens. tout à Ça fait. c'est autorisé. Donc voilà, il y a aussi une. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un contact encore avec les gens parce que beaucoup se posent encore la question de est-ce que ça sert à quelque chose de se mobiliser? Et même s'ils voient en fait des gens en voiture ou quoi, c'est pas forcément le nombre en fait qui va les convaincre. Ça va être aussi, bah oui, des arguments, des choses, des choses qui vont faire mouche en fait dans leur esprit. Pour se dire ah là ils mangeaient donc il faut que je sorte de la casserole. Oui. Ça aussi, Bon, qui est important. Non, c'est l'autre chose, c'est qu'il y a une opération en cours extrêmement pernicieuse qui vise à utiliser, disons, à manipuler toute la frustration qu'on peut ressentir face à des mesures sanitaires, euh, simplement pour ramener les gens à une idée de la liberté individuelle. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà, c'est la dictature sanitaire et on va violer votre liberté individuelle. Et qu'en réalité, moi, ce qui me frappe, c'est que là, depuis 1 an, il n'y a aucune manifestation, par exemple, pour augmenter les capacités de nos hôpitaux pour mieux accueillir, en fait, les malades. C'est-à-dire que on est une fois, et donc il faut faire très attention avec, disons, vous savez, on va agiter, si vous agitez un chiffon rouge devant le taureau, il va foncer dans le poteau qui est caché par le chiffon rouge. Donc, au lieu que les gens réellement puissent identifier ce système financier qui a détruit notre industrie pharmaceutique, qui a détruit nos laboratoires, qui a détruit nos hôpitaux, qui embauche pas nos infirmières, euh, tout cela, on est en train de le cacher en agitant les gens avec leur frustration individuelle qu'on peut ressentir. Hein. Moi aussi, quand il fait beau, moi j'ai envie de sortir, hein, c'est clair. Mais je comprends politiquement qu'il y a un sujet qui transcende cette réalité, c'est qu'être politique, c'est agir sur les causes. C'est pas juste agir sur les effets, sur les conséquences. Donc, c'est à nous d'éduquer et d'élever cette colère qui est juste et qui est légitime et pour que les gens puissent, et c'est pour ça que nous faisons aussi des cours sur Socrate, parce que Socrate, il a attaqué les opinions pour amener les gens à découvrir ce que c'est une vérité, même si elle est relative et pas absolue. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'opinion. Ils ont des opinions sur tout. Mais ils connaissent pas, ils ont absolument pas le niveau ils sont pas dans un état où ils peuvent comprendre une vérité utile avec laquelle ils peuvent travailler pour rendre le monde meilleur. Donc, c'est pas pour dire que les gens n'ont pas le droit d'être en colère. Mais de l'autre côté, je vois qu'il y a toute une partie de l'extrême droite et de la droite qui essaye d'instrumentaliser la frustration de nos citoyens dans des buts qui n'ont rien à voir avec quelque chose d'honorable, qui sont des buts purement politiciennes et démagogiques. Et on veut vraiment se démarquer de ça, non pas par un rejet, mais en incluant ces gens-là dans un débat, dans une bataille qui peut les faire grandir. Alors, il y a donc là dans le chat, Antoine a mis en fait le lien vers le salon Great Reset sur notre campagne. Donc, tous les gens en fait peuvent y accéder. Ne peuvent y écrire que les adhérents à Solidarité et Progrès, ceux qui participent, qui ont le rôle participant. Donc, si vous êtes adhérent, vous me le dites et je vous mets le rôle adhérent. Si vous êtes actif, si vous voulez agir avec nous, vous me le dites aussi et je vous mettrai en participant avant que vous ne deveniez vous-même adhérent, si vous le souhaitez. Mr. Bright Smile, est-ce que tu
veux poser ta question. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Ouais, ok. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi. Monsieur Verreken. Bonsoir. Merci d'abord de l'exposition que vous faites, de ce que vous dites. Mais il y a des choses sur lesquelles vous dites je ne suis pas du tout à fait d'accord. Notamment sur certaines choses, sur le Grand Reset et sur le livre de Schwab. D'abord, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Sur ce que vous avez dit, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Une nouvelle mondialisation, un nouveau monde sur lesquels se base notamment la vision économique et aussi environnementale. Ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Par contre, vous avez fait une erreur tout à l'heure en parlant qu'en fait, il fallait revenir qu'ils disaient qu'il fallait revenir aux États-nations. C'est totalement faux. Ils disent pas du tout ça, justement. Ils disent justement ils tapent justement sur les patriotes et les gens qui sont nationalistes. Tous ceux qui sont pour leur pays, pour les nations. Donc, justement, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent régionaliser le monde. Et donc, on est totalement dans la construction européenne qui est de faire des euro-régions. Donc, on est dans cette continuité-là. On est dans une Europe fédérale qui continue à alimenter le deuxième marché des États-Unis pour pouvoir leur vendre le produit, pour pas que les Russes puissent dominer, parce qu'on est toujours dans cette guerre froide 2.0 où l'Europe est le moyen aux États-Unis d'avoir une économie durable face à la Chine et à la Russie. Il faut le voir dans la culture européenne. Tout le monde a majoritairement plus de culture américaine que de culture européenne. Je veux dire aux gens ici, dites-moi quel est le style de vestimentaire des Bulgares ou des Autrichiens et quel est celui des Californiens. Donc on va se connaître celui des Californiens et pas celui des Bulgares ou des Hongrois ou des Croates. Voilà, donc déjà là-dessus, on peut dire que c'est vérifiable. Moi, je peux te dire une chose, c'est que le Grand Reset, il a pour but aussi en fait, alors c'est vrai sur la finance que vous dites, parce qu'en fait, la finance utilise, en fait, et c'est ce que disait tout à l'heure Rémi, hein, je crois, ou Rémi ou Antoine, je crois, par rapport au greenwashing. En fait, des sociétés qui polluaient auparavant et qui ont fait de la mondialisation et qui ont qui ont gagné de l'argent sur la mondialisation depuis les années 80, c'est-à-dire délocaliser et faire vendre ailleurs à bas coût, ça ne fonctionne plus politiquement, ça n'a plus de continuité, ça n'a plus d'espoir pour le des peuples, ça va faire des révoltes, ça fait des manifestations de partout et ça n'a pas d'avenir. Donc pour continuer à faire de l'argent, pour vous continuer à faire de l'argent, parce que faut savoir que Davos, le Forum économique mondial, c'est pas un truc national. En fait, Klaus Schwab, c'est un milliardaire déjà de base, qui a jamais travaillé de sa vie, qui a simplement du réseau par son argent, et qui a cofondé le Forum de Davos, qui est en fait un syndic, et qui réunit toutes les entreprises du monde. Pourquoi? Parce que les entreprises du monde, les grosses boîtes, sont liées par des gros fonds d'investissement, des gros fonds de pension, et ces fonds de pension sont majoritairement américains ou chinois, mais majoritairement américains. Et arrivez à la question, s'il vous plaît, juste. Oui, mais justement, la question, elle est simple. Est-ce que vraiment le Grand Reset, c'est pas plutôt le changement radical pour faire gagner toujours la même chose à ceux qui sont déjà riches aujourd'hui, mais en les faisant orienter vers une fausse économie environnementale, alors que ça ne changera rien pour les gens. Et je vais même revenir sur le salaire universel, qui est une idée de droite en fait pour éviter de payer le reste des cotisations patronales. Est-ce que tout ça, c'est pas en fait une mauvaise idée? Et est-ce que tout ça, c'est pas forcément une escroquerie? Je vous remercie de votre réponse. Merci. Non, je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas dit ce qu'ils veulent, disons, j'ai dit ce qu'ils disent dans le discours. Moi, je me suis inspiré du livre, c'est pour ça en fait. Oui. Donc vous avez raison de dire que c'est disons, ils veulent continuer la mondialisation sous une forme ou une autre. Parce que ça, c'est leur fonds de commerce et c'est leur identité. Klaus Schwab, en plus, il a une identité transhumaniste qui est la pire, qui est quand même extrêmement inquiétant. C'est-à-dire une espèce d'intégration entre
l'esprit, la technique, le biologique, avec les robots qui vont tous être intégrés dans une même et seule chose. Donc, dans son livre précédent sur la 4e révolution industrielle, en fait, c'est tout cela. C'est comment utiliser la haute technologie qui étaient les retombées. Oui, avec les puces RFID. Avec les puces RFID. Oui, oui. Avec tout ce qui sont les retombées en fait du plan spatial de l'époque d'Apollo et des Kennedy, mais pour la finance et le contrôle social. Voilà. Par exemple, à Davos, on n'a pas discuté du programme spatial ou de la fusion nucléaire, qui sont les vraies technologies d'avenir dont on devrait parler. Donc Davos a en plus ce vernis de futurisme, mais en réalité, c'est une espèce d'utopie scientiste, je dirais. Et comme vous le dites très justement, moi-même, j'ai écrit sur l'Europe des régions, comment Léopold Kohr dans l'après-guerre. C'était effectivement les gens qui ont voulu casser les États-nations en 1000 petits morceaux pour pouvoir faire accepter au plus haut niveau la soi-disant unité, mais qui est en réalité une dictature. Donc vous avez cette dilution des identités nationales. On veut, on le voit d'ailleurs, on veut détruire les communes, les départements, les États-nations pour laisser quoi? Le niveau européen et le niveau des régions. Alors ça, en fait, à la base, par rapport à l'Union européenne, c'est une demande, c'est une vision de l'Europe fédérale, en fait. Exactement. Et nous sommes des gaullistes de gauche. Nous sommes des gaullistes de gauche, donc nous rejetons cette Europe fédérale qui est une utopie dangereuse et totalitaire. Oui, juste pour préciser, en plus, il y a un commissaire européen aux euro-régions. Et en fait, il utilise l'argent par les subventions que nous reversons. Et ensuite, il va les donner à des associations. Ça, on peut le voir sur le site de l'Union européenne, à des associations culturelles de régions, ce qui va développer le régionalisme, notamment comme le breton, comme l'alsacien, le corse, et qui ensuite demain vont faire comme les Catalans, vont demander l'indépendance. Merci en tout cas pour cette question. D'ailleurs, je rappelle que, en tout cas dans le livre de Schwab, ils sont un peu plus pervers, c'est qu'ils disent que les États-nations vont pouvoir servir à mettre en place les lois qui vont permettre ensuite à l'oligarchie financière de pouvoir dominer, ce qui est encore plus pervers. Oui, ils vont utiliser l'argent des contribuables pour qu'ils vont eux-mêmes investir dans leur futur projet. Voilà. Et surtout en fait, c'est que les États vont donner le pouvoir aux banques centrales pour qu'ensuite les banques centrales fassent le boulot avec BlackRock et tout le reste. Donc c'est assez malin. Dans l'Union européenne, c'est déjà forgé dans les traités européens, notamment l'article 123, où une banque centrale ne peut pas prêter au pays, mais c'est la banque centrale qui prête aux banques privées, qui vont ensuite banquer l'État. Bon, ça c'est un autre sujet, mais nous, à Solidarité Progrès, parce que là, on est sur le serveur de Solidarité Progrès, on est quand même plutôt en avance sur notre temps là-dessus. On a quand même écrit depuis très très longtemps. Cheminade s'est battu là-dessus. Donc, on vous invite en tout cas à aller regarder ce qu'on a écrit. Là, vous avez vu, on a mis dans le chat un article de Karel Verhaken de 2007 sur le régionalisme de Léopold Kohr. Donc, ça peut vous donner un sens de l'ampleur historique aussi de notre bataille. Mais rejoignez-nous demain sur le terrain pour justement aller voir comment on se débrouille. Prenez contact avec nous et voyez comment on peut se mobiliser ensemble. Ça peut être quand même intéressant, je pense. Alors, Karel, si tu es d'accord, il y a Alexandra en fait qui pourrait nous raconter un peu les effets du Green New Deal en Roumanie, où ils ferment apparemment les mines. Normalement, Alexandra, tu dois pouvoir te démuter. Oui, brèvement. Tu es d'accord, hein, Karel, vraiment? Oui, brèvement, okay. Oui. Salut Alexandra. Oui, bonjour. Salut. Oui, en fait, oui, je suis roumaine, je suis professeure en France, mais je suis d'origine roumaine et je suis pas mal de choses là-bas. Et j'essaie d'intervenir. Et en fait, il me semblait important de dire ça, de raconter ce qui se passe là-bas, parce que
Notre mobilisation aussi ici prend plus de sens parce que il y a des choses qui se passent qui ne sont pas dans la presse. C'est-à-dire qu'on a asphyxié le domaine de la production d'énergie par du charbon qui est 30% du mix énergétique par des certificats d'émission de carbone. Ces certificats coûtent maintenant 40, je ne sais plus combien d'euros par tonne. Et donc, les entreprises qui produisent l'électricité et qui chauffent les villes sont en faillite. Et maintenant, elles sont en train de faire des plans pour soit se faire restructurer, soit fermer sec. Et ça fait qu'il y a une entière vallée minière, c'est un peu comme la Ruhr en Allemagne, une zone minière très riche qui est en train d'être fermée. C'est-à-dire qu'il y aura des dizaines de milliers de gens potentiellement sans travail, sans chauffage et sans énergie. Et donc les mineurs, ils sont sortis la semaine dernière dans la rue, manifester, et ils ont bloqué les mines parce qu'on veut fermer les mines. Et le gouvernement qui est en place fait partie du mouvement d'Emmanuel Macron. Eux, ils sont pour le Green Deal et le dédain est tellement grand qu'aucun représentant du gouvernement n'est allé voir les mineurs sur place. Et donc maintenant, il y a eu une négociation, mais les mouvements sociaux vont continuer. Et donc le dédain est arrivé jusqu'au point où on a arrêté de payer les mineurs. C'est-à-dire que vu que une des compagnies de Harghita, bon, j'entre pas dans les détails, est entrée en faillite et se fait restructurer, elle a des problèmes, elle peut plus payer les certificats d'émission de carbone, elle a eu des taxes, des punitions colossales, et là, ils peuvent plus payer les mineurs. Donc tout ça pour dire que le côté sale du Green New Deal est sous nos yeux, il est là. C'est-à-dire, si nous, en France, on n'arrive pas à gagner, ça va arriver ici. Et ce qu'on est en train de discuter maintenant en Roumanie, c'est on regarde le Texas et on dit, est-ce que l'année prochaine, il y aura des gens qui vont mourir de froid, comme au Texas, parce qu'on s'est soumis au Green New Deal. Donc, ce qui est prometteur dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent maintenant, un peu tard, et qui cherchent à se battre. Et pareil, il n'y a pas de structure forcément très claire contre le Green New Deal. Et ils cherchent des références, il y a une sorte de réveil. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est assez clair que c'est fasciste. Voilà. Merci. Oui, et là, c'est en Europe. Là, c'est en Europe. C'est pas en Afrique ou en Asie. Ouais, carrément. Et c'est d'ailleurs étrange parce que tout à l'heure, Mr. Bright, il disait que le système industriel actuel ne pouvait pas continuer parce que les gens se révoltent contre ce système. Mais en fait, c'est surtout des mouvements écologistes qui sont un peu lavés du cerveau qui font ça, parce que les vrais gens qui travaillent, eux, ils se révoltent pas contre le système, enfin en tout cas productif. Je pose une question comme ça. Tout à fait, il y a des discussions en Roumanie, il y a plein de scènes, de vidéos, de réunions où il y a des associations écolos avec des petits jeunes qui ne connaissent rien, ils connaissent même pas calculer l'énergie, ils connaissent rien, et qui se font fermer la figure par des énergéticiens, des ingénieurs, des gens du terrain qui connaissent les choses. Et c'est vraiment ça. Il y avait une question d'Étienne, je sais pas. Ouais, tu l'as vu aussi, hein. Étienne, est-ce que tu veux la poser avec le micro? Ouais. Si tu peux. Alors. Bonsoir. Bonsoir.
pouvez parler, Vous m'entendez? Étienne. Ouais, Ouais, non. c'est très Vous faible, m'entendez? mais vous pouvez Ok. essayer un peu. Alors, attends, bouge pas. Oui, donc, au niveau de la crypto-monnaie, est-ce que Karel ou quelqu'un pourrait préciser un petit peu en quoi finalement les banques centrales sont, avec ce Great Reset, en train d'essayer d'éliminer ou de contourner les banques commerciales, qui sont certes pas toutes roses, mais qui en tout cas représentaient encore un tout petit peu une souveraineté nationale. Voilà. Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine. Mais bon, ce qui me paraît clairement, c'est que, d'une part, une des choses, ce qui est sorti de ces réunions de Jackson Hole et de propositions de BlackRock et de Mark Carney, c'est de dire on va avoir des banques centrales donc déconnectées des gouvernements et des États, donc des banques centrales qui sont au-dessus, mais en même temps, à la limite, on va créer un compte en banque pour tout un chacun auprès de ces banques centrales, qui fait que le moment venu où le système, il n'y a pas assez de liquidité dans le système, la banque centrale peut dire, voilà, je vous mets 200 € sur votre compte, à tous les gens qui ont un compte, mais donc ça peut apparaître comme très sympathique, hein. Mais en même temps, le jour où, par exemple, vous voulez retirer ou nous voulons tous retirer notre argent de nos comptes, à ces mêmes comptes électroniques, la Banque centrale peut dire, voilà, maintenant je bloque tous les capitaux dans les institutions bancaires, parce que ça représente un risque systémique. Donc effectivement, c'est une espèce de... S'il n'y a plus de cash en tant que numéraire papier, si on passe à des moyens de paiement, donc 100% électronique, si on passe à des banques centrales qui gèrent les comptes, en fait, c'est une mise sous tutelle, en fait, hein. C'est une mise sous tutelle des citoyens. Et donc, pour l'instant, donc en Europe, disons, les moyens technologiques ne sont pas du tout au point pour faire ça. Donc, la BCE et la Banque de France qui ont étudié la question disent que, grosso modo, ça ne saura pas lieu avant 5 ans. Mais donc, pour l'instant, on laisse un peu des systèmes se mettre en place qui se font la guerre les uns les autres. Comme ça développe un peu la technologie sur le terrain. Et après, de toute façon, ça va être pris en main par les gens de l'étage au-dessus. Alors, la question qui est toujours posée, c'est que la monnaie, d'abord, pour nous, c'est clair qu'il y a une différence entre la monnaie et le crédit. Et deuxièmement, c'est-à-dire que le problème, c'est pas la monnaie, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec? À quoi ça sert? Donc, quoi, on veut investir dans le temps. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, en Chine, c'est l'État chinois qui a pris en main et donc, il y a des États souverains qui ont une souveraineté monétaire qui, à un certain point, ont pris, parce qu'il y avait un développement des monnaie, des crypto-monnaies en Chine, c'était pris en main par l'État chinois pour en faire un outil de développement national sous le contrôle de l'État. Donc ça, c'est le contraire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles M. Jack Ma a eu quelques frictions avec le gouvernement chinois. Mais effectivement, c'est... comment on dit? Je dirais qu'une monnaie sans tête, ça court pas loin. Alors, si quelqu'un a une question encore, Il y avait Julie, peut-être. Julie, peut-être qui Pardon. voulait réagir sur la destruction de l'industrie. Si tu veux poser ta question, enfin pas question ou ta remarque, mais
Je ne sais pas si tu es encore Non, là. c'était pas une question. C'est quand tu as parlé de l'industrie, de la production. J'ai eu l'occasion, au cours de la dernière année, en tant que candidate au municipal, j'ai eu l'occasion de discuter avec des commerçants qui avaient conscience que le pays avait besoin d'industrie parce qu'eux-mêmes dépendent de l'industrie. Un coiffeur ne peut pas faire son métier s'il n'a pas des lavabos, s'il n'a pas des ciseaux, des sèche-cheveux et autres. Un boucher ne peut pas faire son métier s'il n'a pas de banque de froid, un gros frigo et encore. Donc, eux sont vraiment très inquiets de la situation dans laquelle nous sommes, et notamment financièrement parlant, parce qu'ils savent très bien que le jour où les aides s'arrêtent par rapport à la pandémie, beaucoup vont mettre la clé sous la porte. Donc, eux-mêmes sont très intéressés quand on leur parle de solutions, notamment la Banque nationale, la séparation bancaire, des choses comme ça. Ils sont quand même très intéressés, enfin très à l'écoute en tout cas. Et ça vaut vraiment le coup d'aller les rencontrer, discuter avec eux. Et ils ont même un vrai besoin de parler. Des fois, juste après l'élection, le deuxième tour par exemple, c'est d'eux-mêmes qui parlaient de certaines choses. Et moi, j'avais plus qu'à leur emboîter le pas, quoi. Voilà, je pense qu'au sein de la population, d'une manière générale, il y a un vrai besoin de parler. Ça pourrait peut-être même faire l'objet d'une action spéciale. Une action spéciale envers les commerçants, qu'on aille les voir tous pour leur parler de notre alternative. Peut-être on peut terminer donc sur cette question de l'alternative, Karel, pour conclure et pour donner un peu des munitions pour tous ceux qui vont venir avec nous et donc dans cette action transpartisane donc demain dans toute la France. Est-ce que tu peux donc finir sur comment finalement ce Great Reset n'est pas un monstre imbattable, il y a toujours un point faible et qu'on va exploiter justement ce point faible pour gagner, et voilà, pour donner un peu de billes et un peu d'enthousiasme pour cette journée d'action de demain. Oui, je pense que vraiment les gens nous attendent parce que, en fait, tous les moyens sont là pour nous sortir de cette histoire. On l'a encore démontré quand vous regardez l'équipe qui a travaillé sur le Supercam qu'on a pu déposer donc sur Mars grâce à la NASA. En fait, c'est une équipe de jeunes scientifiques français à Toulouse et dans toute la France qui ont travaillé pendant des années et des années, jour et nuit. Au point on faisait venir des masseurs et des pizzas pour qu'ils puissent faire ça dans les délais. Donc il suffit qu'on puisse vraiment apparaître avec nos solutions, qui est de démasquer cet ennemi, parce que le problème souvent, c'est que on a plein de gens qui savent qu'il y a un ennemi, mais on peut pas soi-disant le nommer. Là, avec le dossier, avec ce qu'on a fait, on peut très clairement identifier de quel est le problème et quelles sont les solutions. Donc, il faut démasquer l'ennemi. On doit remettre en place, on a un système financier de toute façon en faillite avec des dettes qui sont illégitimes et impayables. Donc, il va falloir un nouveau Bretton Woods. Il faut un accord pour remettre de l'ordre dans les finances. Il faut couper les banques en deux. Il faut mettre une camisole pour la finance folle. Et il faut remettre, on a tous les grands projets, on a un programme complet au niveau de l'eau, l'énergie, les transports, les investissements d'avenir. Je vous conseille le programme de 2017 de Jacques Chuminade. Il y a une richesse de propositions et de solutions qui est là. Donc, cette alternative, en fait, la vraie réinitialisation de l'économie mondiale, c'est la nôtre qu'on doit faire.
Et c'est pas celle de ces financiers qui veulent nous imposer un fascisme vert. Very good. Merci, Karel. Oui, merci beaucoup. Donc là, juste, on va conclure pour cette première partie et ceux qui veulent continuer de discuter de tout ça, on va passer ensuite dans les salons vocaux 1, 2, 3, là, qui sont juste en dessous. Si, Karel, toi, tu as encore un peu de temps, ben, tu es forcément le bienvenu. Donc, pour demain, ceux qui n'ont pas le tract, vous avez le lien que je viens de mettre dans le chat conférence avec le PDF que vous trouverez. Donc là, voilà, on a cette démarche avec les 5 autres mouvements et on invite tous les mouvements qui veulent s'opposer à cette oligarchie financière à s'y joindre. C'est toujours possible et c'est surtout absolument nécessaire que d'autres se joignent. Ça rentre aussi dans la logique que Jacques Cheminade estime être la nécessité d'une candidature d'union pour la présidentielle. Et donc demain, ceux qui veulent échanger et discuter des prochaines actions, de comment résister là-dedans, on se retrouve sur Discord pour en discuter. Et donc il y a ce salon que vous pouvez utiliser toute la journée, qui est donc le salon Great Reset. Et un truc que j'ai complètement zappé de vous dire, parce que donc photo, vidéo. Et ce qui serait vraiment super, c'est que vous puissiez nous les envoyer sur le mail que je vous mets dans le salon, qui est contact@solidaritéetprogrès.org. Comme ça, au moins, on peut les réunir et faire un post Facebook, Twitter et tout, avec un maximum d'images de tous les gens que nous sommes, de partout où l'on est, où l'on sera. Voilà. Et donc pour ceux, j'en profite, qui veulent creuser sur ce qu'est la puissance des idées et pourquoi en fait c'est le terrain politique fondamental, c'est les idées, c'est la recherche de ce qui est vrai, de ce qui est bon et tout ça. Les dimanches à 16h, tous les dimanches à 16h, on fait des lectures sur Discord. Donc en ce moment, on est en train de dialoguer socratiquement et d'essayer de faire en sorte que l'on utilise notre temps à bon escient. Voilà. Merci à tout le monde et à Karel.